Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Sarah Inderer, avocate au barreau de Montréal, spécialisée en gouvernance de données. Et je suis ravie d'animer ce talk avec mon confrère Alexandre Lazareg, avocat au barreau de Paris. Donc, il est reconnu de tous pour sa connaissance en cybercriminalité et cybersécurité, et notamment la gestion de crises cyber. Donc aujourd'hui, on intervient au nom du cabinet Lazareg Avocat, donc qui est un cabinet dédié en droit du numérique, en cybersécurité, en accompagnement d'entreprises dans ces moments de crise, mais aussi pour notamment la mise en conformité RGPD et NIS2. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est volontairement direct. Cyberattaque, piloter la crise, sécuriser l'entreprise et maîtriser sa responsabilité juridique. Parce qu'une cyberattaque n'est plus aujourd'hui un simple incident informatique, c'est réellement une crise de gouvernance. Quand l'activité s'arrête, que les données sont compromises, que les clients et partenaires salariés sont complètement impactés, la question n'est pas forcément comment on répare, mais surtout et très rapidement qui décide, quand, comment et sous quelle responsabilité. Pendant les 20 prochaines minutes, Alexandre va partager avec vous une approche très concrète, ciblée sur nos cas clients, afin de vous apporter en fait justement des mesures de terrain, une procédure sur les premières heures qui sont les heures sous tension, et pour aider donc dirigeants RSSI à piloter juridiquement une crise cyber. Nous allons donc parler de réflexes essentiels, de la préservation de la scène de crime numérique et de la relation avec les autorités. D'ailleurs, on est accompagné de l'OFAC ici, bien sûr de la communication de la crise et surtout de la manière de comment sécuriser la sortie de crise pour contenir les impacts financiers, réglementaires et réputationnels. Alexandre, pour commencer, j'aimerais te poser une première question très simple mais assez centrale. Lorsqu'une entreprise découvre qu'elle est victime d'une cyberattaque, quelle est selon toi la première erreur qu'elle commet le plus souvent ? Alors, effectivement, il se trouve, pour rappeler quelques chiffres, pour mesurer à quel point on est dans une situation tout à fait décisive, la cyberattaque, c'est à peu près 4000 incidents qui ont été notifiés l'année dernière auprès de l'ANSSI, des incidents connus. On ne parle même pas de ceux qui n'ont pas été identifiés parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une information auprès de l'ANSSI. Et donc, c'est un enjeu absolument majeur, et tu l'as parfaitement dit, qui peut avoir des conséquences énormes pour l'entreprise, pour une suspension de l'activité dont les conséquences économiques sont tout à fait importantes. Alors, pour répondre tout à fait concrètement à ta question, il y a la grande difficulté que nous rencontrons, c'est la disparition des preuves. Quand on fait l'objet d'une cyberattaque, l'enjeu, ça va être de collecter un certain nombre d'éléments matériels, probants, qui vont nous permettre, le cas échéant, d'engager la responsabilité de celles ou ceux qui sont responsables en tout ou partie de l'incident dont on a été victime. Et alors même qu'on le sait, les enjeux financiers, le cas échéant, vont être évalués et on va s'apercevoir que c'est tout à fait important pour une entreprise, une industrie, une PME, une petite comme une grande. Eh bien, vous avez une activité qui va être entravée de manière très importante. Et donc, il va falloir chercher des responsables pour être indemnisés. Et pour cela, il faut démontrer cette cyberattaque. Mais comme tout est bloqué, tout est chiffré, eh bien, comment faire ? Donc, un des premiers outils importants à mettre en place, c'est de saisir tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui un commissaire de justice. Jadis, on appelait ça un huissier, qui va au moins constater cette situation. Pas simplement dire que les outils numériques que l'entreprise utilise sont bloqués, et ça encore il peut le faire, il faut le faire. Il faut faire des captures d'écran, c'est tout bête. Pas de capture d'écran, faire des photographies puisque tout est bloqué, mais aussi interroger les salariés, montrer, mesurer à travers ses sens. Un huissier utilise ses sens pour faire des constats et constater que l'entreprise à son activité qui est suspendue pour, le cas échéant, le démontrer auprès d'une juridiction ou d'un prestataire qui aurait participé, contribué à l'incident dont a été victime le client. Et donc,
après cette phase donc, de constat et de conservation de la preuve, grâce notamment à un huissier de justice, on peut parler de la phase de remédiation. Et donc là, je te demande pourquoi la remédiation ne se limite jamais à une simple remise en service des systèmes après une cyberattaque. En quoi finalement, cette phase de remédiation est très importante pour la suite? Alors effectivement, l'urgence pour l'entreprise lorsqu'elle fait l'objet d'un incident comme celui-là, c'est de remettre en marche les outils numériques, la machine. Et pour ça, eh bien, c'est pas du tout un avocat qui va le faire. Nous, l'avocat n'est là qu'en support. Mais le premier problème, c'est la rémédiation. Donc il y a dans certains cas des équipes internes qui pourraient être en mesure d'identifier les vulnérabilités, d'essayer de faire des corrections, de remettre en marche la machine, mais et effectivement, ce qui est nécessaire, c'est de alerter une entreprise qui est spécialisée dans la rémédiation. Et en général, il faut, ce qui est recommandé, si je puis dire, c'est une entreprise qui est labellisée par une institution, une autorité qui a une certaine légitimité. Je pense en particulier au label ANSSI. Parce que si vous le faites faire par des équipes internes uniquement, eh bien, le cas échéant, lorsque vous devrez faire état de ce que vous avez vu, du diagnostic que vous avez fait, des conséquences que vous avez dû tirer, des moyens que vous avez mis en œuvre, eh bien, en fait, vous ne faites que dire ce que vous avez fait vous-même, mais comment le démontrer devant une juridiction lorsque c'est fait par des équipes internes? Alors que quand vous appelez une entreprise qui est labellisée, une entreprise externe, et donc justement il y a l'ANSSI qui propose un certain nombre de labels, il faut absolument avoir une entreprise qui va faire un audit de la société dans les 24, 48, 72 heures, qui va constater les dégâts, qui va essayer à peu près d'identifier d'où peut provenir la vulnérabilité. Eh bien, ça va être pas un expert judiciaire, parce qu'on n'a pas le temps d'appeler un expert judiciaire, mais au moins un expert qui aura une apparence d'une expertise judiciaire et qui va avoir une grande légitimité. Et ça va être un outil de preuve qu'on va pouvoir, le cas échéant, opposer aux différents prestataires dont on voudra engager la responsabilité. Et donc, oui, finalement, c'est quand même une question de crédibilité, si je puis dire. Voilà, absolument. Même si on a les équipes internes, et en plus, c'est un métier bien particulier, donc c'est pas du tout assuré, je préconise, après l'huissier, de faire appel à une entreprise qui a cette expertise et qui va respecter un protocole bien particulier avec une audit relativement poussée. On parle d'une page, de 2 pages, pour expliquer ce qu'elle a vu, pour expliquer les constats, et ça va nous être très utile parce que, évidemment, quand on engagera une entreprise, la responsabilité d'une entreprise à qui on va demander beaucoup d'argent, eh bien, ils vont nous dire « Ah, mais non, mais ça, c'est vous qui l'avez dit, mais c'est pas du tout assuré. Il faut faire un appel à un expert. » Mais l'expert va venir quand? 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Donc, l'expertise d'un expert labellisé donnera du crédit à un outil qu'on va présenter comme une preuve et qui sera quand même extrêmement sérieuse. Et qui nous servira bien sûr à établir les chefs de préjudice et donc les montants qui vous seront octroyés après une action judiciaire. Concernant maintenant la question sensible du paiement de la rançon. Le paiement d'une rançon est-il juridiquement possible et légal en France, en droit français, et est-ce que c'est une réelle solution de remédiation immédiate? Alors on s'aperçoit effectivement que dans beaucoup d'attaques, ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup d'attaques, on demande une rançon. Ça a fait l'objet d'un débat juridique important. Aujourd'hui, tous les spécialistes, que ce soit du point de vue des autorités judiciaires, ne préconisent pas la rançon, mais à la limite, les autorités judiciaires, ce n'est pas le sujet de l'entreprise qui a besoin de refaire tourner la machine le plus vite possible. Et s'il apparaît dans son esprit que le paiement d'une rançon, au regard des sommes astronomiques peut-être qu'il est en train de perdre compte tenu de la suspension de l'activité, eh bien, il peut se dire, effectivement, il peut être tenté de payer la rançon. Alors, en tout cas, ce qu'on constate dans les faits, c'est que rares sont les moments où, quand on paye la rançon, on a effectivement la reprise de l'activité, parce que le déchiffrement n'est pas du tout assuré, parce que l'auteur a peut-être proposé une rançon, mais ensuite, il a perdu le contact avec vous parce qu'il est parti ailleurs et à droite. Bref, il y a tout un tas d'arguments qui me laissent entendre que je ne suis pas du tout sûr que ça soit une bonne idée. Après, c'est une question stratégique qu'il va falloir mesurer à travers les coûts et les avantages de cette possibilité. Mais effectivement, ce n'est pas nécessaire. Mais en tout cas, juridiquement, c'est possible. Et la loi prévoit que, à la condition que vous payiez, si vous avez une cyberassurance
qui prévoit dans sa police d'assurance la possibilité qu'elle-même paye pour vous la rançon. Il y a tout un tas de conditions. Déjà, il aurait fallu être tout à fait conforme sur le plan de la sécurité, etc. Mais en plus, il faut avoir déposé plainte dans les 72 heures ou 48 heures, oui, 72 heures après, au maximum. Donc les choses doivent aller très vite. Mais effectivement, ça peut être une option. Si la société a pris une option cyberassurance et qu'elle remplit les conditions et que l'assureur, le cas échéant, ne rechigne pas, ça peut être une possibilité. Mais en tout cas, je le dis, dans la pratique, la rançon, le plus souvent, ne permet pas le déchiffrement et par conséquent, je ne le préconise pas. Il vaut mieux faire appel à une société cyber labellisée, plus ses équipes internes pour essayer de remédier et de mettre en place le système qu'on va vous décrire pour, le cas échéant, engager la responsabilité des responsables et essayer de surmonter cette difficulté. Mais évidemment, dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Je reste sur les questions polémiques en te posant la question concernant le dépôt de plainte. Quel est, selon toi, l'intérêt réel de déposer plainte après une cyberattaque? Et surtout, quels sont les risques juridiques qu'une entreprise prend lorsqu'elle dépose plainte sans stratégie préalable? Alors, il est clair qu'une entreprise qui connaît ce genre de situation a été victime d'une infraction. Donc, un des réflexes qu'elle a, c'est d'aller déposer plainte pour dénoncer les faits dont elle a été victime. Dans certains cas, d'ailleurs, c'est obligatoire lorsque vous êtes une entreprise qui a une certaine envergure, quand vous êtes dans le milieu de la défense. Donc, de toute façon, dans certains cas, vous n'avez pas le choix. Mais pour les entreprises qui ont une certaine envergure, mais qui n'y sont pas obligées, d'abord, sur le plan juridique, rien ne vous y oblige. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que c'est utile? Bon, ça ne vous apportera pas grand-chose, ça, il faut le savoir, parce que les autorités judiciaires que vous allez alerter vont avoir un objectif, c'est d'essayer d'identifier les auteurs. Aujourd'hui, nous savons que la sociologie des personnes qui commettent ce genre d'attaque ne sont plus des jeunes étudiants en herbe dans leur chambre de bonne, même si ça continue d'exister. Ce sont des États, ce sont des groupes de criminalité organisée qui sont le plus souvent à l'étranger, ce qui implique une coopération internationale, ce qui implique des investigations extrêmement lourdes et longues. Et donc, si vous voulez, le dépôt de plainte va déclencher peut-être une enquête ou va venir s'ajouter à une enquête déjà en cours, mais dont les résultats seront très longs. Et le plus souvent, quand on identifie les auteurs, et ça arrive, et qu'on les appréhende, ils sont insolvables. Donc, ce n'est pas de ce point de vue-là qu'on va retrouver quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un premier point. Et vous allez dénoncer les faits auprès d'une autorité judiciaire qui va vous faire observer que vous-même, peut-être, avez une part de responsabilité dans cette affaire. Et cette part peut être pénale. Parce qu'il faut savoir que quand on n'est pas tout à fait conforme, par exemple, au RGPD sur certains articles qui traitent justement de la sécurité, eh bien, vous pouvez engager votre responsabilité pénale. Donc, je dirais qu'il faut déposer plainte, parce que quand une entreprise sérieuse qui a été victime d'une telle infraction, il faut dire les faits, mais il faut les faire avec le sens de la mesure, c'est-à-dire de bien se protéger, c'est-à-dire de bien préparer cette plainte, de bien utiliser le langage qu'il faut pour essayer, évidemment, de limiter le plus souvent ce qui pourrait relever d'une part de notre propre responsabilité. Et je donne un exemple concret et récent, c'est le cas de Free, qui a fait l'objet d'une attaque importante, et qui a déposé évidemment plainte, qui a déclenché une enquête qui a été très efficace puisque les auteurs ont été identifiés, mais qui aujourd'hui fait l'objet d'une instruction et qui va engager sa responsabilité pénale parce qu'elle-même n'était pas parfaitement conforme. Et je ne parle pas des millions de clients qui vont se retourner contre elle pour le préjudice de la fuite de données, sans parler de l'amende administrative qui a été prononcée par la CNIL. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, il faut avoir vraiment le sens de la mesure quand on va déposer plainte dans ces conditions. Et peux-tu aussi évoquer peut-être le rôle de la police? Parce que trop souvent, nos victimes, les entreprises qu'on accompagne, se disent « Ah, j'ai déposé plainte, c'est bon, j'ai un super relais, je vais avoir aussi un réconfort de la part de la police. J'ai remis tout mon matériel. Non, j'avais pas de copie. » Donc, que peux-tu en dire? Ce qu'on constate, en tout cas dans la pratique, effectivement, c'est que quand vous déposez plainte et que vous êtes une entreprise d'une certaine envergure, vous avez des policiers qui vont venir sur le site, qui vont mener un certain nombre d'investigations. Sur le plan numérique, c'est quoi? C'est télécharger les serveurs, c'est faire un peu ce qu'a fait le constat d'huissier, mais surtout télécharger les serveurs, même chiffrés, puisqu'ils vont essayer de repérer
des traces qui vont être similaires à d'autres pour voir et poursuivre leur enquête, souvent qui est déjà en cours. Mais le problème, c'est que, bon, comme je le disais tout à l'heure, les policiers sont sous l'autorité d'un procureur qui, lui, n'a qu'un seul objectif. Son métier, c'est d'identifier des auteurs d'infractions et de les appréhender. Il n'a pas grand-chose à faire des parties civiles, des victimes. Ce ne sont pas des entreprises de conseil, ce ne sont pas des entreprises... Ils ne font pas de psychologie, souvent ils sont inaccessibles. Et donc, si vous voulez, ce ne sont pas spécialement des alliés. Et quand on donne ces éléments, et ils le demandent, et c'est tout à fait logique pour mener les investigations, en tout cas, il faut prendre soin d'avoir fait une copie au préalable, parce que si on en a besoin, le cas échéant, justement pour faire ces fameux recours contre ses partenaires, eh bien, le procureur ne sera plus certainement en mesure de vous transmettre ces éléments. Désormais, ils font l'objet d'une enquête, ils sont confidentiels. Alors, on peut en demander la levée, il faut expliquer pourquoi, donner les conditions. Le procureur va se prononcer, voilà, pas nécessairement favorablement. Donc, voilà, beaucoup de policiers viennent, prennent un certain nombre de choses, et ces choses, on n'y a plus accès pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors que nous, on veut faire un référé pour engager la responsabilité de partenaire de façon immédiate. Donc je sensibilise les entreprises à ce sujet. Maintenant, concernant peut-être le RGPD, les données personnelles, à partir de quand, selon toi, une cyberattaque devient-elle un sujet RGPD ? Alors effectivement, dans les cyberattaques, le plus souvent, on s'aperçoit qu'il y a eu des fuites de données, ou il est possible qu'il y ait des fuites de données, puisque l'attaque est allée dans le système d'information, à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de données personnelles. Je parle uniquement des données personnelles ici, c'est-à-dire j'aurais des données qui permettent d'identifier un individu de façon directe ou indirecte. Personnes physiques. Voilà, des personnes physiques. Et donc, si vous voulez, le RGPD dit qu'une personne qui fait l'objet d'une fuite de données doit alerter l'autorité de régulation compétente, en France c'est la CNIL, dans les 72 heures après l'attaque, enfin immédiatement et au plus tard dans les 72 heures, mais à la condition que cette fuite de données ait été susceptible d'engager, de porter atteinte à la liberté et aux droits des individus. Alors forcément, quand vous êtes un client d'une personne, ça peut être les salariés, quand vous avez des données et quand elles ont fuité et qu'elles sont accessibles par des tiers, ces tiers peuvent les utiliser pour usurper votre identité, pour vous appeler le moment venu pour faire du phishing. Bref, il y a tout un tas de situations dans lesquelles ces données sont utiles pour des délinquants. Et donc, si vous voulez, le RGPD vise à protéger cela. Donc, vous devez alerter la CNIL. Mais attention, quand vous alertez la CNIL, vous n'avez pas à l'alerter nécessairement. Vous l'avez à l'alerter que seulement si la fuite est massive. Et si la fuite est susceptible d'engager la liberté des individus, c'est-à-dire s'il y a des données sensibles, s'il y a par exemple des opinions politiques, ça a été le cas pour un parti politique, ou des données de santé pour une clinique, ou pour une entreprise de cure thermale, ou des données, je dirais, bancaires. Mais si ce sont quelques données de salariés, il faut essayer de mesurer. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Parce que quand vous alertez la CNIL, eh bien la CNIL est susceptible, là encore, comme les autorités judiciaires, de vous demander des comptes à ce sujet. C'est-à-dire de s'assurer que vous-même, vous avez été conforme aux normes, et en particulier au RGPD. Si vous avez fait l'objet d'une cyberattaque, évidemment, ça ne veut pas du tout dire que vous n'étiez pas en conformité, mais en tout cas, voilà, vous alertez la CNIL et le cas échéant, comme un contrôle fiscal, elle voudra vous demander des comptes. Et, de combien ? Des comptes qui peuvent faire l'objet d'une investigation. Et puis, le moment venu, les sanctions sont très importantes. Je le rappelle, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros d'amende. Donc là encore, l'alerte à la CNIL n'est pas obligatoire. Dans certaines conditions, elle le devient. Il faut bien regarder les critères par rapport à la situation qui aura été auditée par l'entreprise que vous aurez sélectionnée le cas échéant. Et là encore, lorsque vous faites cette alerte, il faut le faire, mais en ayant bien discriminé l'ensemble des enjeux. Concernant maintenant les actions, les recours qui sont disponibles après une cyberattaque, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est crucial d'agir rapidement contre notamment des prestataires qui auraient pu être défaillants, permettre cette cyberattaque, et dans quel cadre, je vais dire, organiser une sortie de contrat? Parce que c'est vrai qu'on se pose aussi la question, quand on dit oui, on va mettre fin au contrat parce que c'est lui qui est responsable, on est quand même engagé, on a souvent des mensualités, on a des obligations de résiliation. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner tes conseils concernant tout ça ? Effectivement, encore faut-il avoir identifié peu ou prou, de façon hypothétique ou certaine, des responsables, mais s'il apparaît que des prestataires n'ont pas été à la hauteur,
et vous ont conduit à la situation que vous connaissez, c'est-à-dire cette cyberattaque, des pare-feux qui n'auraient pas été mis à jour pour une vulnérabilité qui a été identifiée, ou des sauvegardes qui n'ont pas fonctionné au moment où on en avait besoin, vous vous apercevez qu'un certain nombre de prestataires n'étaient pas à la hauteur. Vous avez la possibilité, bien entendu, de rompre le contrat de façon unilatérale. Même si c'est encore hypothétique, on vous en voudra pas, parce que il est tout à fait clair que vous ne devez pas continuer à collaborer avec eux pour cette rémédiation. Aussi parce qu'il y a des risques que cette entreprise qui craint de voir sa responsabilité engagée puisse jouer un peu sur les preuves pour ne pas coopérer de façon tout à fait loyale. Et donc, une des choses que je préconise, c'est de sortir convenablement avec cette entreprise, de sortir de la relation pour récupérer ses données, ses mots de passe, etc. Et ensuite, en invoquant une inexécution contractuelle ou un défaut contractuel de leurs obligations, afin de ne pas justement engendrer toute une responsabilité aussi de votre côté concernant des mensualités à payer, des dates d'anniversaire de résiliation, etc. Et puis ensuite, eh bien, voilà, donc on a rompu avec ces entreprises, et puis le cas échéant, on engage une action judiciaire contre cette entreprise. Et il est possible d'avoir des résultats extrêmement rapides. On sait que les institutions judiciaires sont assez malades par rapport au délai, mais il y a la procédure du référé provision, qui vous permet de demander les sommes qui sont au moins certaines, dont vous êtes sûr qu'elles ont été perdues à cause de cette cyberattaque, et vous pouvez en demander réparation auprès des responsables que vous avez identifiés. Et c'est des actions judiciaires qui sont assez simples, qui sont rapides, 1 mois environ. Elles vous permettent de rembourser toutes les sociétés que vous avez payées justement pour surmonter cette cyberattaque. Notamment la phase de remédiation. De voir s'il y a déjà eu des trous par rapport au chiffre d'affaires comparé à celui de l'année précédente. Et tout cela eh bien, peut être récupéré immédiatement. Bien sûr, il faudra mener une action sur le fond pour, le cas échéant, demander une réparation supplémentaire qui est relative au contrat que vous n'avez pas pu obtenir à cause de cette suspension d'activité, ou effectivement au contrat que vous n'avez pas honoré à cause de cette suspension d'activité. Tout ça, ça viendra après. Mais dans l'immédiat, vous avez quand même un certain nombre d'indemnités que vous pourriez faire valoir immédiatement par le référé provision, à la condition que vous avez fait tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire constat d'huissier, entreprise labellisée, évaluation de son préjudice. Évaluation de son préjudice. D'accord. Et bien justement, l'évaluation du préjudice, pourquoi l'évaluation du préjudice est une étape délicate en termes de cyberattaque, et quelles sont un petit peu les étapes à respecter, les chefs de préjudice qu'on peut invoquer en matière de cyberattaque? Alors, comme tout est bloqué, il faut prendre garde aussi à pouvoir mesurer cette situation de dysfonctionnement, de suspension de l'activité. Je pense par exemple aux salariés qui ne peuvent plus, par exemple, badger. Donc, il va falloir mettre en place des fiches qui vont collecter l'ensemble des agissements, des heures de travail et même des salariés qui ont été dédiés à la rémédiation. Donc, ce sont des salaires qui vont être payés, des charges qui vont être honorées, mais ce sont un travail qui va être effectué à cause de cette cyberattaque plutôt que pour réaliser les prestations de services de votre entreprise. Et donc, cela, il faut le collecter à travers des documents papier. Ensuite, il va falloir comparer les chiffres d'affaires pour essayer d'évaluer les trous qu'il y a eu, les déficits engendrés. Bref, il faut être ingénieux, mais utiliser des éléments comptables, financiers, économiques, matériels, objectifs, éventuellement par le commissaire aux comptes, si l'entreprise en a un, pour pouvoir, le cas échéant, venir avec des éléments sérieux afin d'être honnête et juste sur la demande de la réparation du préjudice, dont je rappelle qu'en droit français, c'est un principe simple. On est dans le principe de la réparation intégrale. Vous avez le droit de vous faire réparer, mais uniquement à la hauteur du préjudice vécu, pas 1 centime de plus, pas 1 centime de moins. Donc il faut proposer un calcul extrêmement juste et sérieux. Et concernant justement maintenant la gouvernance, que révèle en fait une cyberattaque sur l'organisation, la gouvernance d'une entreprise? Et peux-tu nous parler un petit peu de ces fameuses cyberassurances qu'on voit dans nos panels d'assurance sur les contrats de garantie? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça suffit à l'entreprise? Est-ce qu'il faut être prête juridiquement?
sur la première question, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Préalablement, il est vrai qu'on peut faire un certain nombre de reproches à l'entreprise, parmi lesquels le fait d'avoir, par exemple, conclu des contrats avec des partenaires qui n'étaient pas à la hauteur des enjeux de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher. Le cas échéant, quand on demande des indemnités, qu'on engage la responsabilité de quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un peut vous dire aussi que vous avez une part de responsabilité, ce qui va réduire considérablement le préjudice. Donc, préalablement, il faut savoir à qui on s'adresse, mesurer si le prestataire a une assurance lui-même. Il faut s'assurer aussi que ce prestataire est à la hauteur de l'enjeu. Et de sa solvabilité. Il est content de signer le contrat, mais le moment venu, est-ce qu'il a les capacités de l'exécuter? Il faut mettre en relation l'ensemble de ses partenaires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à l'entreprise aussi. La cohérence entre les différents prestataires. Voilà, absolument. Si vous avez une entreprise qui est chargée de la sauvegarde et puis une autre entreprise qui est chargée de la mise à jour des pare-feux, si vous n'avez pas un document qui acte le fait que vous avez mis en relation ces gens-là, vous les avez fait coopérer, vous avez été un acteur de cette relation contractuelle, le moment venu, il sera difficile d'engager la responsabilité de ces deux personnes en leur disant qu'ils sont tous les deux, ils ont concouru à tout cela alors qu'ils ne se connaissaient même pas. Et je me permets, là, j'attire votre attention sur la notion de responsabilité in solidum. Donc, c'est ce que Maître Lazarek vient d'expliquer, c'est le terme juridique. In solidum, c'est-à-dire qu'on va poursuivre les deux prestataires qui auraient pu être à l'origine d'un défaut d'obligation qui a permis la cyberattaque. Et donc, je poursuis les deux. Et bien sûr, le plus solvable va rembourser le préjudice pour le tout. À lui, à charge pour lui, de se retourner ensuite sur le second prestataire pour obtenir quelque chose. Voilà, on a la possibilité effectivement d'engager la responsabilité de tous les prestataires, mais de demander les indemnités uniquement à celui qui est solvable, à charge pour lui effectivement d'aller voir les autres. Donc ça, c'est une responsabilité collective pour un préjudice commun. Et donc, il faut prendre garde à tout cela dans les contrats pour s'assurer et être vigilant sur l'exécution du contrat au quotidien et ne pas se réveiller au moment de la cyberattaque pour nous apercevoir que tel prestataire en fait était défaillant. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire à titre préventif et faire des audits aussi chez le prestataire pour s'assurer que tout fonctionne de son côté. Et d'ailleurs, c'est une obligation RGPD, car vous savez par exemple que en tant qu'assujetti au RGPD, vous devez contracter qu'avec des gens respectueux du RGPD, mais comment s'en assurer? Si vous vous contentez du simple fait qu'il vous dit « je suis conforme au RGPD », ça ne suffira pas. Il ne faut pas hésiter, quand on a les moyens, ça dépend de la niveau de l'entreprise, d'aller chez l'autre, de regarder, de faire des audits personnels. C'est quelque chose de tout à fait possible et qu'il faut contractualiser. Je vois qu'on arrive aux 20 minutes. Je voulais vous proposer un petit temps de questions-réponses si vous avez des questions avant un dernier mot de Maître Lazarek. Je ne sais pas si tout était clair. Bon, très bien. Ah oui? Est-ce qu'il y a des tribunaux spécialisés? Alors, ce monsieur nous demande s'il y a des tribunaux spécialisés dans la question cyber. Alors, il s'est créé à Paris un parquet dédié à la cybercriminalité. Il y a une juridiction maintenant qui reprend l'ensemble de ces contentieux. Ils ne font pas que ça, mais ils commencent à avoir donc une spécialisation dans l'esprit de ces magistrats qui restent à peu près 10 ans, le temps justement de se faire la main à ce sujet. Mais en tout cas, il y a un parquet. Simplement, comme toute l'institution judiciaire, il manque cruellement de moyens par rapport à la masse de contentieux. Et il y a maintenant aussi des brigades dans tout le territoire national qui sont dédiées à la cybersécurité. Ils sont représentés ici. Ça s'appelle l'OFAC. Donc il y a l'OFAC Lille, l'OFAC Paris, l'OFAC Lyon, etc. Donc eux, ils ont les outils aussi pour faire ce genre de choses. Donc effectivement, de plus en plus, vous avez des gens qui deviennent de plus en plus compétents, des juges, surtout du côté des officiers de police judiciaire d'abord, du parquet parfois, donc et du juge de temps en temps. Donc il commence à y avoir une spécialisation. Et récemment, le tribunal judiciaire de Paris a augmenté le nombre de magistrats dans ce tribunal parce qu'on s'aperçoit que le contentieux augmente. Je dois dire que désormais, l'essentiel des infractions pénales passe par Internet. Il est évidemment beaucoup plus facile de hacker une banque que de braquer, comme on disait jadis à l'ancienne, une banque à main nue. C'est la cour d'assises, alors que faire du phishing, c'est un petit délit où vous allez repartir avec une table sur l'épaule. Donc, pour la même somme, je pense que les choses sont claires. On ne vous incite pas, bien sûr. Une autre question, non?
On a été clair. En tout cas, on vous remercie. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à... Non, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, effectivement. Donc les cyberattaques est un enjeu absolument essentiel. Il y a évidemment la partie technique et tous les gens qui sont ici sont là pour, je pense, trouver des solutions pour surmonter ce genre de difficultés. Mais il y a une partie juridique qui vient en support, mais qui apparaît le moment venu absolument essentiel, en tout cas je le mesure dans la pratique, pour la récupération des indemnisations. Donc il faut être vigilant aussi sur cette partie. En tout cas, merci infiniment de votre écoute et de votre, merci à vous. Présence. Nous tenons notre stand en allée E05. Si vous voulez nous poser des questions, on a décidé d'ouvrir en fait des petites consultations gratuites, juridiques, confidentielles. Donc voilà, et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Et d'ailleurs, on a une documentation sur les 24 heures, que faire juridiquement pendant les 24 heures qui suivent l'attaque. Donc si c'est à votre disposition ici ou au stand. Merci à vous.